Bonjour, donc je m'appelle Chantal Charnay, je suis professeure des universités émérite en sciences du langage. Et tout d'abord, je vais commencer à parler un peu de mes aptitudes à gérer l'enseignement à distance, puisque j'ai commencé en 2004 à créer une spécialité de master, puis d'un master entièrement à distance, intitulé Humanité numérique. Je tiens à signaler que c'était l'un des premiers masters à distance en France et qui n'était qu'à distance et non pas en alternance présentielle distance. Alors je développe mes recherches dans le cadre de l'unité de recherche qui s'appelle l'Humain, donc basée à Montpellier, à l'université Paul Valéry, Montpellier 3. Ma spécialité de recherche et de pédagogie en quelque sorte, c'est de travailler sur la scénarisation et l'enseignement à distance, plus particulièrement dans l'enseignement supérieur. Dans ce cas, donc, j'ai écrit un certain nombre d'articles accessibles sur les archives ouvertes, bien connues en France, HAL. Et si vous êtes intéressé par ces domaines, vous trouverez toutes les réponses à vos questions. Enfin, je voudrais juste préciser que j'ai donc écrit un ouvrage paru chez Debuck en 2019, pardon, qui s'intitule donc Comment réaliser une formation ou un enseignement numérique à distance. Alors, si vous voulez, pour conclure, je conclurai sur mes derniers projets. Donc, un projet parce que l'enseignement à distance se confronte aussi à différentes cultures et différents pays. Donc, je parlerai de ma responsabilité scientifique du projet Préfalc de 2018 à 2019, qui s'appelait Promouvoir la formation de la recherche en humanité numérique, Colombie, Pérou et France. En ce moment, de ma participation aussi d'un MOOC avec, comme partenaire français avec des partenaires marocains, en particulier l'université Mohamed Ier à Oujda. Et enfin, je suis membre d'un projet européen, SPOC, qui s'intéresse particulièrement à l'enseignement en prison, puisque l'enseignement à distance en prison est très complexe. Voici, pour conclure, je réalise bien sûr des expertises pour des organismes nationaux et internationaux. Merci. Je passe la parole à Laetitia qui va nous préciser, qui va se présenter. Oui, bonjour, merci Chantal. Donc moi je suis Laetitia Palmade, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Montpellier. Donc mon domaine d'expertise en recherche, eh bien, c'est les agropolymères. Donc je travaille dans l'UMR IAT, Ingénierie des agropolymères et technologies émergentes, où j'étudie la structuration, la dynamique de structuration des protéines soumises à des contraintes physiques et notamment je suis une experte des procédés par haute pression. Au niveau pédagogique, j'enseigne à Polytech Montpellier, école d'ingénieurs universitaires, dans le département génie biologique et agroalimentaire. Donc j'enseigne à l'interface entre la technologie alimentaire et la caractérisation des matrices alimentaires. Je suis responsable des relations internationales de ce département depuis plus de 10 ans, depuis ma nomination. Et depuis 2 ans, je suis en charge de la coordination de l'école d'été, un programme international, une école d'été portée par Polytech, école d'été internationale, FLO, qui regroupe depuis 1 an les autres écoles d'ingénieurs grâce au consortium Muse. Donc les 2 autres écoles d'ingénieurs de Muse, c'est-à-dire l'Institut Agro, Supagro Montpellier, et l'École nationale de chimie de Montpellier. Donc ce programme-là, à cause de la crise sanitaire, a dû être organisé en distanciel cette année. On vient juste de terminer vendredi dernier la session en distanciel. Je suis là pour témoigner donc, de cette fabuleuse expérience. Donc merci pour cette présentation. Donc je vais commencer par la première question. On va faire un jeu de questions qui va porter à la fois sur l'enseignement à distance et sur la Summer School coordonnée par Laetitia Palmade. D'abord, je voudrais dire que en général, on présente souvent la formation à distance comme une dichotomie formation présentielle, formation à distance. Et je pense que c'est une erreur fondamentale parce que la formation à distance est vraiment totalement différente pédagogiquement et dans sa modalité profonde de l'enseignement en présence. C'est pas parce qu'on a réussi un enseignement en présence qu'on va forcément réussir l'enseignement à distance. Et c'est un point de départ qui me paraît important.
Et il est, je pense, abusif de dire que c'est le même contenu. Non, oui, certes, c'est le même contenu, mais les objectifs sont différents et d'une modalité tout à fait particulière à intégrer. Alors, je voudrais parler d'un problème qui est d'abord dans la distance, c'est la gestion du temps. La gestion du temps, c'est un gros problème. Je parle de problème parce que justement, il faut gérer et vous allez nous dire justement comment vous avez géré ce problème de temps. Parce que si à distance, il est possible d'avoir un échange synchrone par tous les outils qui nous sont proposés actuellement, que ce soit des visioconférences ou même de l'asynchrone avec des forums ou des réseaux sociaux. Euh, Dans le cas de votre Summer School, est-ce que vous pourriez nous dire quelles ont été les contraintes temporelles et comment vous avez résolu cette gestion du temps pédagogique en quelque sorte qui s'adresse à des étudiants qui sont éparpillés dans le monde? Oui, tout à fait, Chantal. C'est sûr que, donc juste pour resituer le contexte, FLO, c'est une école d'été qui est donc destinée à des étudiants du monde entier, hein, de nos partenaires aussi bien en Asie que sur le continent américain, Amérique du Nord, Amérique du Sud. On propose 3 parcours scientifiques au choix. Et ensuite, on a un parcours, si vous voulez, commun en FLE, français langue étrangère, et en interculturalité. Donc c'est un schéma qui fonctionne très bien, on a pu le mettre en œuvre facilement et très bien en présentiel. Donc là, ça veut dire qu'on a des étudiants sur 15 fuseaux horaires différents. Le premier choix a été déjà de limiter un petit peu le nombre d'étudiants. On s'est dit on ne peut pas faire quelque chose avec, on a eu beaucoup d'inscriptions, mais on a dit on va limiter à 60 étudiants maximum, 54, 15 par track, 15 à 18 par track. Et surtout, on a décidé de banaliser un créneau horaire en synchrone, c'est-à-dire des plénières, où les étudiants seraient en synchrone. Donc cette plage a été décidée entre 13h15 et 15h15. C'est-à-dire quand même, grâce à cette plage, on a des étudiants, par exemple de Boise aux États-Unis, c'était 5h du matin chez eux, et les étudiants au Japon, c'était 22h. Donc les étudiants ont quand même été déjà, on leur a bien dit de faire attention à ces zones, à ces plages horaires, hein, en leur disant attention, vous aurez cours soit très tôt, soit très tard. Et puis, on a privilégié aussi le travail en demi-groupe géographique. C'est-à-dire que le matin, les enseignants pouvaient organiser des groupes de travail avec les étudiants de l'Est et l'après-midi avec les étudiants de l'Ouest. Sachant également qu'on a mis une contrainte financière, parce que la solution la plus facile aurait été je dédouble tous les enseignements, je fais des enseignements pour l'Est, pour l'Ouest, etc. Sauf que nous avons décidé que les frais d'inscription pour nos partenaires étaient gratuits dans cette édition online, 100% online. Et donc, on a géré les heures d'enseignement qu'avec la subvention de musique cette année. Donc, cette contrainte financière nous a obligés aussi à développer de l'asynchrone par zone géographique. Donc les enseignants ont dû un peu revoir le déroulé pédagogique des enseignements pour coller à cette zone commune synchrone et ensuite à du travail en asynchrone ou synchrone par groupe géographique. Alors, merci de toutes ces informations. Alors, comme souvent on publicise le AD, c'est des formations qui se réalisent quand on veut, où on veut. On voit bien que le quand on veut n'est pas si facile à mettre, à organiser, et que c'est vraiment un casse-tête, on peut dire, un casse-tête pour les responsables de la formation à mettre en place. Donc, le cadre temporel est vraiment un cadre qui est difficile à gérer. Même si ce lieu est quelque part dans le monde, parce qu'un lieu est toujours fixé dans le temps et on oublie que le lieu est toujours géré par l'endroit géographique et dans un fuseau précis. Voilà, donc, je vais vous poser, donc on va arriver à la deuxième question. Donc, une fois qu'on est d'accord sur cette gestion temporaire, on va passer ce que j'appelle les événements d'apprentissage, qui donc se basent sur des contextes qui tiennent compte, en fin de compte, de la discipline, des savoirs, des savoir-faire, des pratiques de la communauté
étudiante et aussi de la communauté enseignante. Alors, est-ce que vous avez pris des options spécifiques afin que donc ce déroulement et que l'appropriation des connaissances se fasse bien auprès des étudiants? Enfin, j'aimerais savoir ce qu'on appelle, quelles sont vos bonnes pratiques. Alors, on parle souvent dans l'enseignement à distance de bonnes pratiques. D'ailleurs, c'est assez bizarre parce qu'en enseignement en présentiel, on ne parle pas de bonnes pratiques. Ou elles sont toutes mauvaises ou elles sont toutes bonnes, je ne sais pas. Mais sur la distance, il y a des bonnes pratiques. Alors, quelles sont vos bonnes pratiques dans votre formation d'été? Oui, alors en effet, on a mis en place un guide des bonnes pratiques et donc sur ce point, on a été aidé par le Centre d'innovation pédagogique de Muse, l'équipe de Brigitte Lundin et Carolina Vazuela, parce que bien sûr, il existe des outils et donc nous, enseignants-chercheurs, on n'a pas forcément accès, on n'a pas été formés sur ces bonnes pratiques. Donc, on a eu un atelier avec le CSIP et donc on a décidé d'imposer certaines règles de vie au sein de cette école d'été. Alors, voilà, alors bien sûr, le guide des bonnes pratiques, c'était 3 slides sur PowerPoint, mais voilà, pour donner des idées aux enseignants. Donc, les maîtres mots, c'était favoriser l'interaction, c'était vraiment le point important. Créer des enseignements où à favoriser l'interaction, harmoniser les pratiques pédagogiques. Il était hors de question on a conseillé aux enseignants de ne pas multiplier les plateformes, etc. J'expliquerai ensuite ce qu'on a décidé de faire. Limiter les outils, les outils. Je sais que chacun avait des petites préférences pour certains outils. Le but, c'était de laisser à l'étudiant le temps de réfléchir, de respirer. Ce sont des étudiants qui du coup, vont rester 6 heures devant un ordinateur, donc leur laisser le temps de réfléchir, mais aussi laisser le temps à l'enseignant d'enseigner, parce que l'enseignant est toujours frustré. Il dit « oui, mais alors, moi, je n'ai pas le temps. » Donc, on a vraiment privilégié la qualité à la quantité. Donc, les enseignants ont dû certainement réduire le nombre de compétences qu'ils voulaient faire passer, mais on a privilégié la qualité. Alors, comment on a fait? On leur a conseillé, donc on a fait déjà des créneaux de 45 minutes. Donc, les sessions de cours, ce n'était pas 1 heure, c'était 45 minutes. Et dans ces 45 minutes, le rythme conseillé était 20 minutes maximum de cours classiques, on va dire. On présente une compétence, et ensuite, on se laisse une séquence d'interaction. Donc là, on a proposé aux enseignants différents outils. Ça peut être des quiz, des cahoot. Alors vous savez, vous avez tous les outils de la pédagogie, les rétroactions, les techniques de rétroaction en classe, etc. Donc il existe tout un catalogue d'outils comme ça pour générer de l'interaction au sein de votre cours. Ensuite, pour que justement limiter les différents outils, on a imposé la plateforme Teams. Donc à un moment, on a essayé des outils, là, il fallait qu'on en impose un. Ça a été le Teams qui a été imposé. Alors ça n'a pas été... les enseignants n'ont pas accueilli cela avec grande joie, puisque chacun était habitué à Zoom, etc. Mais au niveau collaboratif, c'était un petit peu le QG de notre école. Il fallait un lieu, comme vous le disiez, un lieu comme un quartier général où on allait tous se retrouver et où on allait tous pouvoir partager, échanger avec les étudiants. Donc cette plateforme a été choisie en étant imposée. Ça a été Teams dans notre cas. Alors, je voudrais juste rappeler que l'interaction, c'est vraiment un lien essentiel dans l'acquisition. C'est, les théories constructivistes de l'acquisition ont vraiment insisté sur cet aspect interactionnel et que ce n'est pas parce qu'on est à distance qu'il ne doit plus avoir d'interaction, parce que l'acquisition se fait par le biais de cette interaction et donc tous ces outils vont favoriser cette interaction qui va construire en quelque sorte la relation entre les personnes et surtout créer cette idée de communauté. Je voudrais juste rappeler, par exemple, dans la formation le master humanité numérique, j'avais mis en place l'usage d'un réseau social WhatsApp qui permettait, si vous voulez, à chaque étudiant de poser une question, quel que soit le moment de la journée,
Et alors, qui avait-il en face? Ils avaient simplement le tuteur ou la tutrice et le responsable de formation. On n'avait pas mis les enseignants parce que les enseignants, ça aurait été beaucoup trop d'occupation temporelle, justement. Mais les étudiants pouvaient, au moment où ils voulaient, répondre à WhatsApp, enfin, interroger sur un point précis, sur un événement qu'ils n'avaient pas compris, par le réseau social WhatsApp. Parce que l'interaction ne doit pas être frustrée. Il faut dire qu'en enseignement à distance, un petit élément de rien du tout devient une véritable catastrophe. Je ne sais pas pourquoi, mais si on ne résout pas le problème dans l'heure ou les 2 heures qui viennent, cette discontinuité, cette petite erreur fait que ça devient un événement grave. Oui. Et donc, les outils de réseaux sociaux peuvent répondre suivant les formations, peuvent répondre à ce type d'attente. Je vais passer à la question suivante. Alors, on va aborder une question qui est vraiment cruciale dans la formation à distance, c'est l'accompagnement des étudiants. Alors on parle d'accompagnement, on parle de tutorat, on parle d'aide, voilà, il y a beaucoup de mots. Et en fin de compte, la particularité de la distance, c'est l'autonomie. L'étudiant doit avoir une autonomie qu'il n'a pas forcément en présentiel. Et acquérir cette autonomie est essentielle. Donc j'aimerais savoir quelles sont les actions et même les activités que vous avez mis en route pour les aider à acquérir à la fois cette autonomie, à les accompagner, à intégrer la formation, parce qu'ils doivent être membres à part entière de cette formation. Oui, alors c'est vrai que plus d'autonomie, nous, la grande crainte que l'on a eue, c'était de les perdre en chemin. Donc je vais plutôt parler d'accompagnement de l'étudiant, parce qu'en effet, certains étaient isolés, dans des pays où la connexion n'était pas non plus très bonne. Donc, nous, on avait peur de les perdre sur 3 semaines. C'est court et à la fois, c'est très long. Donc, cet accompagnement, eh bien, ça s'est fait très tôt. En fait, on a le projet aussi, on a eu l'aide d'une stagiaire qui faisait son stage de master, qui a été aussi le point contact. Elle a géré vraiment ce contact avec les étudiants. Et dès un mois avant le début du projet, on a lancé ce qu'on appelle du teasing, c'est-à-dire toutes les semaines, elle a contacté les étudiants en leur disant « Ah tiens, est-ce que vous pourriez nous envoyer une petite vidéo en français pour présenter-vous, pour juger votre niveau de français ?» On leur a envoyé aussi un kit pédagogique avec des goodies, un t-shirt, une petite tasse, etc. Et puis également, on a essayé de garder le contact déjà avec eux dès le départ pour ne pas les perdre. Quand ça a démarré ensuite, pour essayer d'accompagner l'étudiant, il y avait toujours des rituels. Chaque 2 jours, Fanny, l'étudiante en charge du projet, de l'animation du projet, il y avait ce qu'on appelait le Challenge of the Day. Donc, ils devaient se rendre tous les 2 jours sur ce canal pour ensuite, par exemple, envoyer une photo de leur plat principal, de leur plat préféré, du monument de leur pays, etc. Et donc là, il y a eu de l'émulation un petit peu entre eux pour les garder connectés. Et après, au sein de chaque cours, eh bien, c'est les enseignants qui ont développé des astuces pour les garder connectés et développer le travail en autonomie. On a mis ainsi en place un projet. Mais ça, j'en parlerai, je pense, sur le point, parce que ça concerne aussi l'interculturalité. Un projet qui leur a permis aussi de garder le contact en autonomie sur cette école. Merci pour ces informations fort intéressantes, parce que justement, on voit bien que l'idée dans la distance, il y a vraiment cet accompagnement vraiment à pas, et aussi cet accompagnement vers l'autonomie, vers la liberté d'être et d'enseigner. Donc, justement, on va passer à un point avant d'aborder l'interculturalité. On va passer à un point fort qui, surtout chez les Français, c'est l'évaluation. L'évaluation, alors là, vraiment, on est dans un domaine qui, au début, justement, l'année dernière en France, quand on a dit tous les examens se feraient à distance, il y a eu un mouvement de l'enseignement supérieur. Non, c'est pas possible. Et pourtant, c'est possible. Et j'aimerais savoir comment vous avez répondu et comment vous répondez au challenge de comment évaluer la distance. Alors, oui, ça a été une question également. Alors là, quand on avait imposé beaucoup de choses aux enseignants, donc là, on les a laissés libres
du choix d'évaluation de leur cours, sachant qu'il y a des cours qui se prêtaient bien à des QCM. Donc on a eu des évaluations qui ont été faites sur la plateforme Moodle, par exemple, parce que les enseignants avaient déjà tout de près. Des quiz, il y a eu des évaluations sous forme d'oraux, des projets que les étudiants ont dû défendre à l'oral, ou également des petits rapports écrits à rendre à l'étudiant, à l'enseignant. Donc, si vous voulez, là, on n'a pas imposé alors on n'a peut-être pas été très bon là-dessus, là on est en train aussi de faire l'autocritique de ce qu'on a mis en place. Là, on a eu par exemple quelques étudiants qui auraient voulu que ça soit justement plus uniforme, la façon d'évaluer. Certains ont trouvé qu'il n'y avait pas assez de temps, etc. Mais globalement, là, ça a été un petit peu à l'enseignant qui a choisi selon le cours qu'il avait dispensé, de voir quel type d'évaluation il pouvait faire avec ce cours. Donc, assez varié l'évaluation. Mais on voit bien que la distance est une source d'innovation, justement. Et il faut toujours se méfier des étudiants qui veulent toujours un cadre trop académique. Généralement, les étudiants sont plus académiques que les professeurs et c'est donc aux professeurs d'apporter cette innovation. Et la distance, justement, permet d'ouvrir sur des activités pédagogiques et des évaluations et de faire des évaluations qui sont plus tournées vers l'ouverture, vers la perspective que vers que ça soit une évaluation trop sommative, par exemple, que ce soit plus une évaluation qui forme. Voilà. On va arriver maintenant au dernier point qui est vraiment abordé par cette formation d'été. C'est cette l'accessibilité de la formation à des étudiants qui sont d'origine très diverses. Qui dit d'origine diverse, donc nationalités diverses. Ils ont subi en quelque sorte des modèles d'éducation différents d'un pays à l'autre. Ils ont aussi donc à gérer des cultures. Il y a des cultures d'éducation qui sont tout à fait différentes d'un continent à l'autre, d'un pays à l'autre. Par exemple, on parle toujours en France de la dissertation française qui n'existe qu'en France, par exemple. Et chaque pays a en quelque sorte un peu son modèle et qu'il veut des fois donc transporter dans cet enseignement à distance. Et j'aimerais savoir comment vous avez géré cette interculturalité. Et interculturalité, aussi, il y a la question de la mondialisation. Va-t-on ou non vers une mondialisation de l'éducation? Et qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, je ne sais pas si je suis capable de répondre à la dernière question, mais en tout cas, les enseignants là, de l'école ont été quand même sensibilisés. Enfin, on a tous dans nos laboratoires aussi des étudiants de différentes origines et on sait très bien que en Amérique du Sud on va être beaucoup plus ouvert à la discussion avec le professeur, même aux États-Unis par contre à la culture asiatique où là vraiment le professeur a une position sur le piédestal et on n'ose pas le contredire ni communiquer. Donc ça c'est vrai qu'on est assez sensibilisé, mais pour casser les codes justement cette année on avait prévu de faire en présentiel, c'est sûr que ça aurait été plus facile, donc on l'a maintenu en distanciel. On a fait travailler les étudiants sur un projet de créativité en lien avec le développement durable. C'est-à-dire qu'on a pris les 17 objectifs de développement durable établis par les Nations Unies et on a formé des équipes, on a imposé les équipes. Alors c'est un projet qu'on dit interculturel parce qu'on a mélangé les étudiants de différentes cultures et interdisciplinaire puisque vous savez, on a 3 tracks scientifiques et donc on a pris un étudiant de chaque sensibilité. Donc un biologiste, un qui est passionné par les énergies et les matériaux et un informaticien. Vous voyez déjà un petit peu le mélange. Donc sur le papier, en distanciel, j'avoue que au départ on s'est dit est-ce que ça va prendre? Eh bien ça a pris. Ça a pris, parce que par contre là, pour le coup, ils devaient travailler. Ils avaient des sessions sur l'emploi du temps tous les jours. Ils devaient travailler sur le projet. C'était bien identifié sur l'emploi du temps, mais les sessions étaient très cadrées. À cette session, alors c'était enseignement pédagogie par projet. Vous devez nous lire ce document, sortir les 3 mots-clés. Et donc pour ça, Teams, c'est fabuleux parce chaque équipe avait son canal et avait différents tableaux blancs où c'était l'idée, l'objectif, les mots-clés de l'objectif, ou alors après mes solutions. Et donc on travaillait chaque session alternant
de l'autonomie et une session avec un tuteur, mais qui n'était pas un spécialiste scientifique. Il était là pour guider les étudiants et respecter les instructions. Eh bien, la mayonnaise a bien pris. Et au bout de 3 semaines, alors je ne dis pas qu'on a eu des idées, parce que le temps de la créativité était quand même limité sur 3 semaines, mais on a eu des équipes qui ont réussi à travailler ensemble, qui se sont régalées, et qui ont réussi à faire donc si vous voulez, l'objectif c'était écrire un cahier des charges sur un produit qui pourrait servir à l'un de ces 17 objectifs. Donc on imposait les équipes, on imposait les objectifs, et à la fin, eh bien, on a eu des très très bons résultats. C'était même, j'étais impressionnée moi, par la qualité du travail rendu. Et moi, ce qui m'a le plus touchée à la fin, c'est qu'à la session d'ouverture, on leur demande qu'attendez-vous du programme. Alors vous avez un nuage de points avec marqué en gros les connaissances, la culture, surtout beaucoup autour des connaissances. Et à la fin, on a un nuage de points avec marqué toujours les connaissances, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez obtenu du programme, les connaissances, et puis vous avez en gros des amis, le mot ami qui sort, le mot ami, le mot interculturalité qui ressortent vraiment en gros. Donc vous voyez un petit peu alors c'est pas que le projet, c'est ces 3 semaines un petit peu là de mélange culturel, et bien je pense que là on a réussi un des objectifs, c'est de les faire travailler ensemble, de leur faire découvrir chacun leur culture, et donc ça c'est vraiment un point positif du programme en distance. Je reprendrai un terme que vous avez utilisé, les étudiants se sont régalés. Ouais. Alors, c'est vraiment étonnant parce que je ne sais pas si on dirait cela en présentiel. Est-ce qu'on se régale, est-ce que les étudiants se régalent en présentiel? Tandis qu'à distance, c'est vraiment quelque chose, enfin, ma propre expérience me l'a montré souvent, c'est que les étudiants se régalent et les enseignants aussi. Oui. Et je pense que cette notion de plaisir d'apprendre, et c'est une des raisons pour lesquelles je me suis spécialisée dans le domaine de l'enseignement à distance, parce que moi aussi je me suis régalée. Toutes mes années d'apprentissage, de développement de formation à distance, je le fais pour que tout le monde se régale, que ce soit des professeurs et des enseignants. Et justement, cette interculturalité, c'est un peu comme l'épice qu'on va rajouter, hein. C'est-à-dire le cumin, qu'est-ce qu'il va faire dans cette formation-là. Et on a toujours des éléments particuliers qui font qu'on doit à la fois se remettre en question, parce qu'on est face à des étudiants qui réagissent différemment, et on doit, justement, et vous avez dit aussi qu'il ne fallait pas les perdre. Non. Voilà, et c'est vraiment intéressant de voir qu'on a ce besoin de créer une communauté d'étudiants, une communauté où on se régale, et quand on se régale, on apprend mieux, forcément. Et c'est dans cela, je pense que la distance est quelque chose entre guillemets, de fabuleux, parce qu'elle apporte le plaisir d'apprendre, et quelle que soit la discipline. Et j'espère, et je vois que dans votre formation, oui, on va se régaler. Oui, et alors, dans ce même sens de communauté, on leur a demandé de créer le slogan de leur édition Flow, pour vraiment la personnaliser. Et donc, ils ont proposé des slogans, on a procédé à un vote, et donc l'édition Flow 21 a été Flow 2021, 100% online, Distance can't stop the future. La distance ne peut pas arrêter le futur et ne peut pas nous stopper. Je trouve que c'était une belle conclusion. C'est eux qui l'ont généré. Voilà, c'est une excellente conclusion. Voilà. Je vous remercie de cet échange qui a été fort agréable. Merci Chantal pour votre expertise.